Des milliers de personnes déplacées et au moins 5 morts à cause des monstres inondations en Malaisie, le gouvernement du pays est pointé du doigt. Ce n'est plus un tabou, de plus en plus les Français revendent des cadeaux qu'ils ont reçus ou les échangent pour une raison ou pour une autre. Amadou Salifou, c'est le nouveau président du Parlement au Niger, une élection validée par la Cour constitutionnelle. Nous sommes le 27 décembre de l'année 2014 qui va lentement à sa fin. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de toujours nous préférer. Plus de 100 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile en Malaisie en raison d'inondations monstres. Au moins 5 personnes ont été tuées dans les pires inondations depuis des décennies et aucun répit n'était en vue vendredi. Les services météorologiques ont annoncé de nouvelles pluies diluviennes dans des régions du sud de la Malaisie jusqu'ici épargnées. Le gouvernement de ce pays d'Asie du Sud-Est a été montré du doigt pour ne pas avoir déclaré l'état d'urgence dans les zones affectées depuis plusieurs semaines et le Premier ministre Najib Razak était sous le feu des critiques après la publication dans les médias de photos le montrant en train de jouer au golf à Hawaï avec Barack Obama. De nombreux observateurs se demandaient pourquoi Najib n'était pas en Malaisie et tentait de gérer la crise à distance en publiant des messages sur son compte Facebook. Parmi les rares nouvelles dispositions qui sont prises, une nouvelle positive, c'est-à-dire une centaine de touristes en vacances dans un complexe hôtelier isolé dans la jungle ont été secourus et acheminés vers un centre d'aide. 10 ans après le tsunami le plus meurtrier jamais enregistré, l'Asie rend hommage aux 220 000 victimes de la catastrophe. Un drame qui, on se rappelle, avait touché l'ensemble de la communauté internationale. Sur les 5 400 victimes de la Thaïlande, l'un des 14 pays de l'océan Indien atteints par le séisme, près de la moitié étaient des étrangers de 37 nationalités différentes. Les images des hommages rendus aux victimes à travers ce reportage. Des prières, larmes et visites solennelles dans des fosses communes en Asie ont marqué ce vendredi le début des cérémonies commémoratives du 10e anniversaire du tsunami qui a fait 220 000 morts ou disparus et affecté 14 pays de l'océan Indien. Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,3 s'est produit au large de l'île indonésienne de Sumatra, provoquant de gigantesques vagues sur les côtes de certains pays d'Asie, notamment le Sri Lanka et la Thaïlande. Parmi les victimes se trouvaient des milliers de touristes étrangers qui profitaient pour la plupart des fêtes de fin d'année pour passer des vacances au bord des plages idylliques de la région. Ce vendredi, des hommes et des femmes ont chanté en chœur l'hymne national de l'Indonésie, marquant le début des cérémonies dans un parc de 20 hectares à Banda Aceh. Il s'agit de la ville la plus proche de l'épicentre du séisme qui a provoqué des vagues atteignant jusqu'à 35 mètres de haut et qui ont tout emporté sur leur passage. Rappelons que plus de 11 milliards d'euros avaient été récoltés pour l'aide humanitaire et la reconstruction dans un élan de générosité sans précédent dans le monde à la suite du pire cataclysme des temps modernes. Vêtements, livres, DVD, jouets ou même places de spectacle et voyages. Dès le jour de Noël, les Français n'hésitent plus à remettre en vente des cadeaux qui les ont déçus ou qu'ils ont reçus en double. Une pratique désormais bien ancrée dans les habitudes, des précisions à travers cet élément. Sans complexe, les Français sont de plus en plus nombreux à revendre leurs cadeaux de Noël. C'est entré dans les mœurs. Il y a 2-3 ans, ça se faisait encore un peu caché, mais aujourd'hui, il n'y a plus de complexe. Beaucoup de consommateurs, des ménages dépensent beaucoup d'argent pour les fêtes, bien entendu. Donc du coup, ils viennent nous revendre les articles non utilisés ou qui n'ont plus d'utilité pour renflouer leur porte-monnaie. Le site Paru Vendu chiffrait jeudi matin à 54 000 le nombre de produits neufs mis en vente depuis la veille sur sa plateforme. Tout d'abord, il y a les cadeaux qui sont en doublon. Donc forcément, la personne va s'en séparer. Ensuite, le Père Noël s'est trompé, donc des cadeaux qui ne plaisent pas.
Ça, c'est une seconde raison. Effectivement, la personne vient nous revendre aussi pour récupérer un peu d'argent et pourquoi pas réinvestir dans notre magasin pour racheter des produits qui leur conviennent. Le sujet n'est donc désormais plus tabou et les revendeurs de cadeaux sur Internet l'assument de plus en plus. Ils sont 29% à déclarer qu'ils le font savoir à la personne qui leur a offert le cadeau et près de la moitié assurent qu'ils ne seraient pas gênés si cette personne l'apprenait. Alors, je suis là aujourd'hui pour revendre mes anciennes platines que j'ai reçues qui est reçu à mon anniversaire, début mai. Et parce que j'ai reçu un nouveau contrôleur, de nouvelles platines plus performantes. Plus de la moitié des Français ont déjà revendu un cadeau de Noël ou sont prêts à le faire. Les hommes étant un peu plus nombreux que les femmes et la revente largement adoptée par la tranche des 25 à 34 ans. Quant aux motivations, les Français revendent le cadeau dont ils n'ont pas l'utilité, le cadeau qui ne plaît pas ou encore parce qu'ils préfèrent s'acheter ce qui leur fait vraiment plaisir. Opprimés pendant des décennies de dictature militaire, les catholiques birmans ont enfin fêté cette année leurs 5 siècles de présence en Birmanie. Une fête qui devrait être célébrée depuis 4 ans et qui s'est déroulée sur fond de montée de tensions interreligieuses. Ils peuvent enfin vivre leur foi au grand jour. Ces catholiques birmans ont longtemps été victimes de discrimination sous la dictature. La junte militaire au pouvoir pendant des décennies avait restreint les libertés religieuses dans une Birmanie majoritairement bouddhiste. Mais depuis 2011, le pays s'ouvre et les catholiques birmans sont fiers de pouvoir célébrer le premier saint de l'histoire du pays. Nous sommes encouragés par le saint, le premier saint officiellement béatifié de Birmanie. La Birmanie ne compte qu'un demi-million de catholiques, mais la levée des restrictions religieuses leur permet de s'exprimer et de dénoncer violence et répression. Le bouddhisme bouddhiste les inquiète particulièrement. Même si la première cible des bouddhistes intégristes sont les musulmans, la majorité catholique a affiché sa solidarité. Ce qui est très encourageant à ce sujet, c'est que ça pousse l'Église à ne pas seulement évoquer ses intérêts directs ou ceux de la communauté chrétienne, mais aussi à parler au nom de la communauté musulmane et en faveur de la liberté religieuse pour tous. Les festivités somptueuses qui ont célébré les 5 siècles de catholicisme en Birmanie en novembre ont finalement eu lieu avec 4 années de retard. Mais de telles cérémonies étaient tout simplement impensables il y a peu. Je suis si heureuse de rencontrer des gens de la même religion que moi. Plus confiants, les catholiques birmans osent désormais donner de la voix et espèrent que leurs appels pacifiques ne resteront pas lettre morte. Sur le continent africain à présent, le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo s'est ouvert de façon formelle ce vendredi à Abidjan en sa présence. Simone Gbagbo, les cheveux tressés, vêtue d'une robe en soie de couleur jaune, a fait son entrée dans la salle sous des applaudissements. Elle s'est installée au premier rang dans le box des accusés aux côtés de Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, le parti de Laurent Gbagbo. Surnommée la Dame de Fer, Simone Gbagbo, 65 ans, est inculpée à l'instar de 82 dignitaires de l'ancien régime pour atteinte à la sûreté de l'État, une accusation liée à la crise post-électorale meurtrière de 2010-2011 qui avait fait plus de 3000 morts. Toujours en bref et en images, la Cour constitutionnelle du Niger a validé l'élection de Amadou Salifou comme président du Parlement. Il remplace ainsi officiellement Ama Amadou, soupçonné d'avoir participé à un présumé trafic international de bébés. Amadou Salifou avait été élu le 24 novembre chef du Parlement, mais la Cour constitutionnelle, saisie par l'opposition, avait dit ne pas pouvoir se prononcer sur l'élection de cet ancien opposant. La raison de cette décision était technique, une signature manquante sur le compte-rendu du précédent vote parlementaire. La majorité présidentielle avait alors organisé un nouveau vote le 15 décembre, à l'issue duquel Amadou Salifou a été réélu. Dans son nouvel arrêt, la Cour a jugé le vote du 15 décembre sans objet. Des robes amples avec un corsage victorien et des épaules bouffantes, les femmes de l'ethnie Herero portent un costume traditionnel inventé au début du XXe siècle. Les Herero sont environ 300 000 en Namibie, au Botswana et en Angola. Le look des femmes est issu du croisement de la culture et du style des missionnaires allemands. Les images.
Felicity change de robe pour la deuxième fois. Couleurs différentes, mais dans le même style, la robe Herero comporte plusieurs jupons, des manches bouffantes, un corsage brodé et, le plus important, un chapeau avec des cornes. Felicity assiste à un mariage dans le village d'Ovitoto, en Namibie, et toutes les femmes ont revêtu leur plus belle robe traditionnelle. Pour montrer qu'on est une femme Herero, on doit le porter. C'est un devoir pour nous. Surtout si on est marié, on ne peut pas se balader à moitié nu, ce n'est pas permis. À chaque fois qu'il y a un mariage, ou qu'il y a une occasion, ou qu'il y a quelque chose, on doit le porter. Les motifs et tissus ont évolué, mais depuis un siècle, les femmes Herero portent ce style de robe. Dans les années 1900, les colons allemands ont réprimé une rébellion et tué plus de 90% de ce peuple africain. Les survivants, soutenus par les missionnaires, se sont appropriés le style victorien, mais avec des retouches locales, comme le chapeau qui symbolise le bétail, la possession la plus prisée des Herero. Je pense que c'est une réponse à cette tentative de les exterminer. Comme tous les peuples qui ont été soumis à un génocide, ils se retranchent dans une attitude culturelle très défensive et très fière, très spécifique, qu'ils gardent où qu'ils aillent. Même au Botswana, ces femmes portent la robe Herero. Les femmes Herero les plus âgées portent tout le temps leur robe, même en ville, au travail. Mais pas les plus jeunes, qui ne choisissent d'enfiler les vêtements traditionnels qu'en signe de respect lors des mariages, enterrements, célébrations et fêtes nationales. Aujourd'hui, on s'amuse, on est libre, on porte ce qu'on veut, on se mélange. Demain, c'est le jour où il faut porter la robe et le reste parce que la mariée s'en va. C'est un moment triste et solennel. Ce sont surtout les personnes âgées qui les portent. Malheureusement, vu comment le monde change, les jeunes femmes doivent aller au travail et donc elles ne les portent plus régulièrement. Lors du deuxième jour de la cérémonie, la mariée est paradée, cachée sous son voile, devant les deux familles assemblées. C'est aussi l'occasion pour certaines adolescentes de revêtir pour la première fois une robe Herero, un signe qu'elles deviennent adultes. Pour les hommes, pas de parure traditionnelle, les femmes sont les gardiennes de l'héritage culturel de leur ethnie. Pour finir avec de belles couleurs et avec une très bonne ambiance en cette édition, nous vous offrons un bout de salsa. Près de 1500 danseurs ont participé à la parade Salsodromo à Cali, dans l'ouest de la Colombie. C'est pour marquer le début de la 50e foire de Cali. Suivez plutôt. Et voilà, c'est sur cette belle mélodie et sur ces belles images que nous mettons un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme en notre compagnie. Bonne journée.